Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée nord-coréenne et pour être très précis, de deux points en particulier. Le premier point, c'est le lancement loupé de leur deuxième toute nouvelle frégate. Frégate assez impressionnante en termes de capacité de lancement avec capacité d'accueil de 74 missiles qui peuvent partir vers le haut, ce qui est quand même assez énorme. Ce qui est sûr, c'est que la première a été lancée, c'était fin avril dernier, mais que la deuxième va forcer un petit peu de mutation au bagne, il semblerait, au vu des réactions assez enflammées que l'on a pu voir du dictateur nord-coréen. Et dans un deuxième temps, nous allons regarder comment ils sont en train de travailler à essayer de moderniser leurs forces armées. Et alors qu'il y a cet affichage avec ces nouvelles frégates, il y a également tout un programme pour avoir de l'avion radar et leur tout premier avion de guet aérien, leur premier AWACS, qui a volé, même s'il y a 2-3 petits détails, comme le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'antennes dessus, qui ont amené les commentateurs à se demander bien si c'est de l'affichage, qui est quand même une fin en soi, d'un point de vue communication interne, ou si ils peuvent vraiment faire des opérations complexes avec ce type de vecteur. Donc on en profitera pour regarder l'état de l'art à l'heure actuelle pour la force aérienne de Corée du Nord et vous allez vous rendre compte que c'est plutôt old school. Allez, on attaque tout ça dans le détail, juste après notre nouveau jingle. Alors si ça vous intéresse de nous rejoindre pour voler avec nous sur le bassin d'Arcachon, rendez-vous sur le lien juste en dessous, debrief.org, notre site web. Vous y retrouvez forcément nos livres, nos prestations d'entreprise, mais également voler avec nous. Et si vous allez sur cette page, vous pouvez cliquer et réserver votre baptême, votre expérience, que ce soit avec l'équipe du UAM Sud Bassin ou directement avec moi, en fonction des disponibilités. Alors à très vite sur le bassin, que ce soit pour un vol solo ou encore mieux, un vol en patrouille, pourquoi pas avec un de vos proches dans l'avion du leader. La classe Choi-Yeon. Alors ça tient son nom d'un ancien général et ministre de la Défense coréenne de 68 à 76 et vous êtes sur l'équivalent un petit peu des FDA, des frégates de défense aérienne, même si dans la communication locale, ils vous disent que ce sont des frégates qui peuvent absolument tout faire, des frégates omni-rôles. La première, c'était le numéro 51. Alors, pas comme le pastis, mais comme la DDG 51, les Harley Burt, ces grosses frégates, des destroyers même on dit, américains. On est sur environ 140 mètres de long, 5000 tonnes, ce qui fait un gros bébé. Mais ce qui est remarquable au sens premier, c'est que leur programme de construction a duré que 1 an, là où normalement il faut beaucoup plus de temps et vous faire normalement beaucoup d'essais. La première frégate est bien sortie de Nampo, donc c'était le 1er avril, c'est sur la partie ouest du pays. La deuxième frégate, c'est la mise à l'eau qui a fait le tour du monde aux alentours du 21 mai dernier, ça ne s'est pas passé comme prévu. Regardez là, l'USS Milwaukee. Oui, tous les systèmes coulissent et vont mettre le navire à l'eau en même temps. Et il semblerait que dans le cas de notre frégate numéro 2 pour la Corée du Nord, eh bien, il y a eu un petit souci. L'avant n'a pas coulissé, l'arrière a coulissé, ce qui a amené une dissymétrie, ce qui a couché la frégate, et ce qui va valoir quelques soucis à certains ingénieurs. Maintenant, cette classe de frégate est quand même très bien armée sur le papier. Comme on le disait, 74 lanceurs verticaux, mais là où il se complique la vie, c'est qu'il y a une multitude de tailles différentes. Vous avez 32 petits lanceurs, 12 lanceurs de taille moyenne, 20 gros et 10 très gros. Donc tout le monde pense qu'il y a du missile balistique, qu'il y a du missile anti-navire, qu'il y a du missile anti-aérien qui va être utilisé depuis cette frégate quand elle arrivera à flotter, ou pour la première. Pour ce qui est de l'autodéfense, ils ont fait les choses en grand, avec une sorte de système patchy RME, la version navale, où vous avez à la fois un Seawiz, donc un canon extrêmement rapide, et du missile qui va intercepter tout ce qui traîne à très courte portée. Et si vous avez besoin de frapper contre des embarcations de surface, ils ont mis deux
30 mm de chaque côté et forcément du lance-leurre. Donc sur le papier, ça paraît très correct et c'est même impressionnant de réussir à les lancer en moins d'1 an. Maintenant, entre la coque et l'intérieur, il y a souvent quand même des écarts et c'est vrai pour tous les pays. Si on se rappelle le Rafale, le prototype a volé en 86. En 2001, vous aviez d'un point de vue extérieur la même chose qu'actuellement, mais les systèmes embarqués n'avaient rien à voir avec ce qu'on a actuellement par exemple, en 2025. Et donc il faut toujours se méfier entre le vecteur, la physique si je puis dire, et l'intérieur. Il y a une grande différence. Et si on regarde par exemple un ordinateur, une tour, vous pouvez avoir une tour d'il y a 30 ans, l'extérieur n'a pas forcément un gros écart avec une tour moderne et pourtant ça n'a rien à voir d'un point de vue informatique. Néanmoins, et ça c'est sûr dans tous les cas, d'un point de vue communication, d'un point de vue politique, d'un point de vue affichage, d'un point de vue pression internationale, les autres nations sont obligées de partir du principe que le matériel que vous avancez a vraiment les capacités que vous marketez. Sinon, eh bien, ça peut poser des soucis le jour J. Il y a donc forcément un impact en termes de course à l'armement et ça va coûter des ressources aux voisins, que ce soit au Japon ou à la Corée du Sud, pour continuer à suivre, pour continuer à être en capacité à venir faire face à ce type de menace. Donc toute course à l'armement, qu'elle soit purement physique ou qu'elle soit vraiment opérationnelle, force votre adversaire, force la personne de l'autre côté de la frontière à suivre et ça lui coûte. Si on regarde la marine de Corée du Nord, c'est intéressant, ils sont environ 60 000 hommes, 780 bâtiments, mais il y en a beaucoup de très petits, mais ils ont quand même une spécificité autour de la force sous-marine, avec 70 mini-sous-marins, avec également une vingtaine de classes Roméo, et ils ont un historique malheureusement de soucis de perdre des sous-marins à la mer. C'était par exemple le cas en 2013, c'était en 2016. Il faut toujours se méfier de ces flottes de petits sous-marins, car ils peuvent par exemple se poser sur le fond, attendre, extrêmement peu de bruit et peuvent surprendre un groupe aéronaval, peuvent surprendre une frégate. Donc il ne faut jamais sous-estimer tout ce qui est sous-marin, il faut s'en méfier. À côté de tout ça, on a vu sur le terrain de Pyongyang depuis fin 2023 la volonté de la Corée de fabriquer un avion de guet aérien ou en tout cas un avion de contrôle aérien. Donc on est sur un Il-76, qui est cet avion de transport d'origine soviétique, qui est modifié. On connaît le A-50 Mainstay, qui est la version russe, qui a connu notamment des pertes face à l'Ukraine, l'A-50U, qui est la version modernisée, et les Chinois, eux, de leur côté, ils ont le KJ-2000. Et, grande différence entre les deux, l'A-50 a son radome qui tourne, le Chinois a un radome fixe avec 3 radars qui permet une couverture à 360 degrés constante. Donc en fait, la version chinoise permet en permanence une détection à 360 degrés grâce à 3 radars dans ce radome, là où la version plus classique, plus ancienne soviétique, ça tourne et il y a donc un temps de balayage et un temps de rafraîchissement qui n'est pas du tout le même. Dans tous les cas, nous ne savons pas à l'heure actuelle si la Russie ou les Chinois ont aidé les Coréens du Nord à développer ce système. Par contre, ce que l'on sait, c'est que leur radome ne tourne pas et ça ressemble plus au choix chinois, avec possiblement 3 radars pour une couverture à 360 degrés. Mais comme je vous le disais en introduction, peu d'antennes sont visibles quand on compare aux autres avions, qu'ils soient russes ou chinois, ce qui nous amène quand même à penser que d'un point de vue opérationnel, à l'heure actuelle, ce n'est pas idéal car l'objectif de ce genre d'avion, c'est de pouvoir avoir une liaison permanente avec l'état-major et avoir une liaison permanente avec les chasseurs / les bombardiers / les défenses au sol. Donc pour ça, il faut une multitude de canaux de communication que l'adversaire cherchera tout de suite à brouiller en cas de guerre. En attendant, l'armée de l'air nord-coréenne, sur le papier, c'est 2 fois l'armée de l'air française en termes de personnel, 110 000 personnes. 950 aéronefs, encore une fois, il faut s'en méfier, car il faut regarder vraiment ce qu'on met derrière. On a du MiG-17, 19, 21 construits sous licence, plus de 300. Du MiG-21, du MiG-23. Ce qu'ils ont de plus moderne à l'heure actuelle, ce serait du MiG-29, une petite quarantaine. Donc on n'est pas sur une armée extrêmement moderne, on est sur une armée avec beaucoup de volume, mais d'ancienne génération. Mais rappelez-vous, Staline disait que le volume est une qualité en soi. Et si vous êtes aux commandes d'un F-35 et qu'en face vous avez 20 avions et 20 drones qui vous foncent dessus, il y a un moment vous allez devoir faire demi-tour. Donc il faut quand même se méfier, même si, on va pas se mentir, ils ont du matériel qui est vraiment d'ancienne génération. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs comme quoi ils seraient peut-être dans le futur équipés par une nouvelle génération de chasseurs.
À ce moment-là, le fait d'avoir de l'avion radar serait cohérent, mais à l'heure actuelle, si c'est pour envoyer des vagues de MiG-17, MiG-19, MiG-21, le fait d'avoir un avion radar ne va pas beaucoup vous aider à coordonner ce genre de strike. Par contre, ça peut vous permettre de surveiller et également de complexifier la tâche à des adversaires potentiels, puisqu'ils vont devoir partir du principe que, par exemple, la pénétration de basse altitude est beaucoup plus complexe pour eux. Si vous n'avez que des radars au sol, la basse altitude n'est pas couverte par les radars à cause de l'intervisibilité. Si par contre vous avez un AWACS, allez vous cacher au fond d'une vallée. Avec un avion conventionnel, il pourra quand même vous détecter. Pour faire simple, on a déjà parlé sur cette chaîne, un radar c'est comme une lampe torche. Le champ de bataille, tout est éteint et là où regarde votre radar, vous éclairez avec votre lampe torche. Si vous êtes en hauteur, vous allez voir loin au sol. Si vous êtes au sol avec un radar en haut d'une montagne, il y a forcément des zones où l'intervisibilité ne passe pas et vous pouvez vous cacher. Il existe forcément des logiciels en préparation de mission pour détecter les intervisibilités au vu de la position des radars seuls de l'adversaire et donc des routes où vous pouvez vous faufiler sans être détecté, même avec un avion discret / non furtif. Maintenant, n'oublions pas également que l'armée de l'air nord-coréenne ne dispose pas vraiment d'une flotte de tankers, donc ils sont contraints en termes de durée de vol, contraints dans leur capacité tactique. Et quand vous n'avez pas de tankers, ça veut souvent dire que en termes de grosses attaques, vous allez quand même être limité en termes de coordination. Vous n'avez pas le temps de vous atteindre les uns les autres, et donc il va falloir faire des choses assez simples avec votre force aérienne. Par contre, comme l'Iran, comme la Turquie, eh bien la Corée du Nord a compris que les drones étaient un domaine dans lequel ils pouvaient prendre de l'avance, ou en tout cas ne pas prendre de retard par rapport à la plupart des autres nations. Et quand on regarde ces images satellites de la base de Pangyon, on se rend compte qu'en termes de drones, ils sont assez inventifs. Encore une fois, on est sur l'extérieur, mais on voit du drone de 20 mètres de large, du drone de 35 mètres de large, et en 2022, je vous rappelle qu'il y a eu des incursions de drones en Corée du Sud par les Nord-Coréens. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, nous avons vu que leur armée de l'air est une armée d'ancienne génération, est-ce que plutôt qu'essayer de faire toutes les différentes étapes vers une génération plus moderne, ils ne vont pas faire comme les Chinois, à savoir faire un saut de l'ancienne génération, MiG-17, MiG-19, MiG-21, à aller vers du drone kamikaze, du drone suicide, des capacités de saturation grâce au drone, ce qui serait extrêmement malin et ce qui, d'un point de vue coût d'investissement, efficacité militaire, ferait complètement du sens. C'est une tendance que l'on observe de plus en plus dans ces pays qui ont été assez isolés et qui ont dû développer leurs capacités de manière autonome. Ce n'est pas nouveau. Déjà en 2016, en Rafale, moi j'avais intercepté des drones iraniens qui étaient assez impressionnants. Maintenant, chose militaire, on en revient toujours à quel est l'état final recherché, pourquoi est-ce que vous avez une armée. Ce qui est sûr, c'est que pour les Nord-Coréens, une de leurs priorités, ce sont les missiles balistiques. Ils travaillent dessus, ils ont tendance à en tirer régulièrement qui passent au-dessus du Japon. Et c'est pour eux la meilleure assurance vie pour leur nation. Mais on voit qu'il y a cette volonté de continuer à se développer sur les forces conventionnelles et également de rentrer dans l'ère du drone, de l'automatisation. Et pour cela, il est indispensable de continuer à les surveiller, comme les satellites d'observation nous permettent de le faire. Et là où le grand public ou la presse à scandale va rigoler de l'échec de leur lancement de bâtiments, ce que le militaire opérationnel, qui peut-être un jour devra aller au combat, perçoit dans ce genre d'échec, eh bien c'est qu'en fait, ils ont fait le choix d'aller vers 74 VLS, là où certains de nos bâtiments sont à peine équipés avec 16, qu'ils tentent des choses incroyables, à savoir fabriquer un bateau de 5000 tonnes en un an seulement, que oui, les échecs font forcément partie de la courbe d'apprentissage, mais que dans la fameuse boucle OODA si chère à John Boyd, il est là. Bon, je vous avoue, ça prend du temps à lire quand même. Observe, Orient, Decide, Act. Ce qui est sûr, c'est que tous ces pays qui connaissent de nombreuses sanctions, s'il y a une chose qu'ils savent faire, c'est le A, à savoir l'action, là où trop souvent, nous avons tendance, à cause de nos inerties, à être dans le OO, éventuellement le D, et puis on en avait parlé, on fait de la communication et on reparle à Observe. Observe, Orient, Decide, Act. Le seul moyen d'avancer, le seul moyen de se développer, c'est de passer à l'action. C'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai au combat, c'est vrai dans l'industrie de défense. OODA, Observe, Orient, Decide, Act, c'est la base du combat aérien. Et en combat aérien, on dit également lose sight, lose the fight. Perdez de vue votre adversaire, vous allez perdre le combat. Donc l'importance de toujours garder votre adversaire dans votre champ visuel et surtout de passer à l'action, même si derrière vous loupez le lancement de votre frégate, ils vont débriefer
ils vont apprendre. Et encore une fois, comme on répète souvent sur cette chaîne, ce qu'il faut regarder, le KPI, l'indicateur, c'est le vecteur de vitesse de ces nations. Et si j'étais à la commission de défense ou au gouvernement, je vous cache pas que je demanderais à nos industriels pourquoi les Nord-Coréens fabriquent un bateau en 1 an, là où de notre côté, ce sont des programmes sur des dizaines d'années. Alors j'ai une petite idée de la réponse, mais n'oubliez jamais qu'il ne faut pas sous-estimer une menace, sous-estimer un adversaire. Le jour de la guerre, vous préférez arriver à ce niveau de compétence / d'entraînement face à un adversaire qui est là, plutôt que vous êtes sous-préparé, avoir sous-estimé la menace et que la menace soit juste là et qu'in fine, vous perdiez l'engagement. C'est ce qu'on explique dans Au-delà du cockpit. C'est également ce qu'on explique par rapport à la sécurité. Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation? Ce qu'on explique dans Crash et ce qu'on va vous expliquer si vous venez nous voir sur le bassin d'Arcachon ou dans votre entreprise, car ça s'applique bien au-delà du cockpit. Je vous dis à très vite sur la chaîne. On se croise peut-être sur un meeting aérien dans les prochains jours, peut-être au Bourget. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une conférence. Il nous reste quelques dates là pour la fin de saison en juin. On se voit sinon sur le bassin d'Arcachon cet été et pourquoi pas en team building dans votre entreprise dès septembre. Allez, fly safe.